ce que ça m'évoque, c'est ce qu'on appelle la sociologie de la mémoire, forcément. Et ce qu'on appelle la sociologie de la mémoire est partie d'une question simple. L'individu isolé est une fiction. Donc il n'y a aucune raison pour que la mémoire échappe au social. Bon, ça c'est le fondement. Après, est-ce que c'est le passé qui pèse sur le présent ou est-ce que c'est le présent qui pèse sur le passé? Ça devient plus compliqué. Alors, le passé pèse sur le présent, c'est une évidence, mais le passé n'est jamais une pure réalité. Un événement passé, au moment même où il se passe, il est interprété. Et il est interprété différemment par des individus ou par des groupes d'individus d'emblée. Bon. Donc la manière dont il va peser sur le présent ne sera pas la même. Bon. Et à l'inverse, dans le présent, qu'est-ce qu'un groupe? C'est un groupe, vous l'avez dit très bien, qui a conscience de lui-même. Bon. Et dès lors, ce groupe peut chercher effectivement dans le passé des références qui vont le structurer. Bon, puisqu'il est un peu question du Parti communiste français, je peux dire que c'est une question que je me suis moi-même posée en me disant, mais pourquoi tant d'efforts dans cette organisation pour écrire et réécrire sa propre histoire, alors qu'elle pourrait tout aussi bien, c'est quasiment une plaisanterie que je fais, mais pourrait tout aussi bien dire, référence à l'international, du passé, faisons table rase. C'est pas le passé qui nous intéresse, c'est l'avenir. Or, dès son origine, le Parti communiste français a fait un effort considérable pour inscrire sa propre histoire naissante dans l'histoire nationale, et du coup l'interpréter, et, au fil des années, écrire et réécrire sa propre histoire, en fonction de quoi? En fonction de sa ligne politique présente. Bon. J'avais appelé ça des revirements sans reniement. Ça n'arrête pas de changer, et en même temps c'est toujours la même chose. Bon. Donc ça répond peut-être un tout petit peu à la question. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une mémoire de groupe? J'ai le droit de citer un auteur? L'auteur fondateur, il s'appelle Maurice Halbwachs. Et en 1925, il écrit un ouvrage qui s'appelle « Les cadres sociaux de la mémoire ». Bon. Et donc c'est lui qui dit, qui formule l'hypothèse, enfin qui formule plus exactement l'affirmation qui devient une hypothèse. L'individu isolé est une fiction, il n'y a aucune raison pour que le souvenir échappe au social. Et puis il analyse trois cas, la famille, la classe sociale et la religion, pour montrer comment les groupes se souviennent. Bon. C'est un ouvrage tout à fait intéressant. Et un historien engage le débat avec lui, et un psychologue aussi. Alors, l'historien lui fait remarquer que, en bon sociologue durkheimien qu'il est, il utilise des formules finalistes et anthropomorphiques. La société veut, la société se souvient, etc. Et l'historien, c'est Marc Bloch, pas n'importe qui. Il a une très forte formule que je partage. Libre à nous de parler de mémoire collective, à condition de ne pas oublier que derrière le mot collectif, il n'y a rien d'autre que des faits de communication entre individus. Et il attire l'attention de Maurice Halbwachs sur deux points. Le premier, c'est les canaux, ce qu'il appelle les canaux concrets de la transmission du passé dans un groupe. Et le deuxième, c'est ce qu'il appelle les erreurs de la mémoire collective. La mémoire collective ne reproduit pas le passé. Elle le reconstruit. Bon. Alors je vous passe les détails ensuite du débat avec le psychologue qui essaie, lui, de sauver la psychologie, menacée par cette thèse. L'individu isolé est une fiction, et qui dit oui, mais enfin quand même, je suis d'accord avec tout, bien sûr, le social, etc. Mais il ne faudrait pas oublier la part de la psychologie, c'est-à-dire, au fond, le souvenir, l'impression que fait l'événement sur un individu, etc. Et Halbwachs serait bon, tout ça ne m'intéresse pas.
Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont des individus formulent, localisent un souvenir. Bon. Maurice Halbwachs, dans l'entre-deux-guerres, va continuer à réfléchir à la question de la mémoire collective. Donc, il va faire d'autres choses, il s'intéresse, je dirais, à la statistique, à ceci, à cela, mais il continue à s'intéresser à la mémoire collective, et donc un deuxième ouvrage, qui s'appelle La mémoire collective, va être publié à titre posthume en 1950, Halbwachs ayant été déporté et étant mort en Allemagne. Et dans ce deuxième ouvrage, Halbwachs va tenir compte, en tout cas c'est mon interprétation, des critiques de Bloch et va s'intéresser aux canaux de la transmission intergénérationnelle, notamment dans les familles. Mais il va aller plus loin que ça encore. Il va souligner que les courants de pensée sociale qui influencent la mémoire sont aussi invisibles que l'air que nous respirons. En gros, la thèse de la mémoire collective est fondée sur quelque chose qu'on pourrait presque appeler l'air du temps. Donc, si je veux résumer, parce que je ne veux pas développer tout ça, mais ça veut dire qu'il existe des conditions sociales de formulation et d'évocation des souvenirs. Bon. Et là, je parle de souvenirs. Je parle de souvenirs parce qu'aujourd'hui, depuis, on va dire, la fin des années 70, la notion de mémoire a connu une expansion dans le vocabulaire commun qui fait que de temps en temps, on oublie qu'il s'agit de souvenirs, que c'est une théorie du souvenir. La mémoire aujourd'hui sont les politiques de la mémoire. Et les politiques de la mémoire, ce sont au fond tous les... Henri Rousseau appellerait ça les vecteurs de la mémoire. Ce sont toutes les formes de la présence du passé dans la société qui relèvent de ce que Pierre Nora, j'en cite un autre, appelle la gestion du passé dans la société. Alors ces formes, on peut dire, elles sont esthétiques, le cinéma, la littérature. Elles sont politiques, évidemment, ce qu'on appelle les politiques de la mémoire, les commémorations, etc. Les manuels scolaires, parfois. Esthétique, je veux dire politique. Non, les manuels scolaires seraient plutôt la didactique, l'enseignement de l'histoire, la médiation de l'histoire. Et juridique. Les procès, les grands procès qu'on a connus, le procès Barbie, le procès Touvier, là je parle du cas de la France, mais c'est vrai aussi ailleurs. Toutes ces formes institutionnelles de la mémoire visent à quoi? Elles visent effectivement à influencer, ça ne veut pas dire qu'elles y arrivent, mais elles visent à influencer les représentations partagées du passé. Si je parle de sociologie du souvenir, c'est un petit peu différent. Les questions qui se posent, c'est effectivement quels sont les canaux de la transmission intergénérationnelle, dans les familles ou pas d'ailleurs. Quels sont les faits de communication entre individus qui permettent effectivement qu'un souvenir se maintienne. Ce sont des questions de cette nature. Bon. Donc au fond, si je vous parle de sociologie de la mémoire, je dirais qu'aujourd'hui, dans le contexte contemporain, ce ne sont pas deux formes de sociologie de la mémoire, ça n'aurait pas de sens. C'est de la sociologie générale appliquée à deux objets différents. Aux formes institutionnelles de ce qu'on appelle aujourd'hui la mémoire, et d'un côté, et de l'autre, et là on tend plus vers, au fond, une réflexion sur la socialisation des individus, la manière dont des souvenirs se forment et se transforment, s'évoquent et se formulent dans un contexte social donné. Bon. Alors, dire qu'un contexte social permet l'évocation et la formulation des souvenirs, ça veut dire que les souvenirs ne disparaissent pas nécessairement, mais que dans certaines circonstances sociales, ils ne sont pas évoqués, d'une part, et que d'autre part,
selon les circonstances sociales, ils peuvent être formulés de manière différente. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur ce qu'est la mémoire comme fait social.